Voilà, bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour ce webinaire co-organisé par Street Triple Impact, Loico et Val Excellence. Mon nom est Christophe Barmont, je suis cofondateur de Loico et je serai votre animateur pour cet après-midi. C'est un tout grand plaisir de vous retrouver. Vous avez l'habitude des webinaires, donc on ne va pas trop passer de temps sur les règles de fonctionnement. Maintenant, malgré tout, quelques-unes de ces règles, déjà pour vos questions, vous pouvez les poser dès maintenant sur la fonction Q&A ou Q&A en fonction de la langue de votre browser de Zoom. Ces questions, les conférenciers, les panélistes vont essayer d'y répondre pendant que, pas pendant qu'ils parlent évidemment, mais pendant la conférence ou en tout cas juste après leur présentation. Ça permet évidemment d'avoir un maximum de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous pourrez également poser des questions en activant votre micro dans un deuxième temps lorsqu'il s'agira de la partie de la table ronde. Et pour ça, vous leverez la main et on vous donnera accès au micro en fonction du déroulement de cette table ronde. Je vous rappelle également que la présentation, pas besoin de prendre trop de notes, vous la recevrez, en tout cas pour les panélistes qui ont préparé un PowerPoint. Et puis, il y a également un format replay, donc un lien vers une vidéo qui vous sera transmis par email après ce webinaire. Voilà, tout est dit pour l'introduction, en tout cas pour mon introduction. Je vais passer la parole maintenant à Véronique Besson-Roubinel, la présidente de l'Association des entreprises Val Excellence, et Barbara Chastelin, coordinatrice de la plateforme STI Valais. Mesdames, un grand merci d'être avec nous pour nous souhaiter la bienvenue au nom de vos deux associations. La parole est à vous. Bonjour. Donc voilà, comme annoncé, je suis Véronique Besson-Rouvinet, puis maintenant j'ai la casquette de présidente de l'Association des entreprises Valais Excellence. En quelques mots, je vais vous présenter Valais Excellence et aussi l'origine de la démarche de la semaine de la mobilité pendulaire durable qui démarre la semaine prochaine. Donc Valais Excellence, c'est un label entreprise qui est axé sur le développement durable et sur la citoyenneté. C'est un réseau d'environ 200 entreprises. Et pour ces entreprises, nous organisons des événements. L'idée, c'est de promouvoir le développement durable, c'est d'évoluer avec l'agenda 2030 et le plan climat du canton et de réseauter. Pour devenir membre des entreprises Valais Excellence, les organisations doivent être certifiées ISO 9001 et ISO 14001 et montrer que leur démarche est citoyenne envers le Valais et ses habitants. Alors, pour les entreprises qui sont un peu réticentes à ces normes ISO, il y a une seconde voie d'attribution qui est en phase test. Les critères sont tout autant exigeants, mais l'impact financier est moindre. Voilà, maintenant quelques mots sur l'origine de la démarche de la semaine de la mobilité pendulaire durable. Alors, j'ai fait le constat dans mon entreprise que le Valaisan, la Valaisanne, n'est pas prêt à abandonner sa voiture. Et puis, ça me fait un petit peu mal au cœur. Dans le cadre de Valais Excellence, on organise des brainstorming. Ce sont des entrepreneurs qui viennent avec une problématique. Donc, j'ai organisé une soirée en ce sens sur la mobilité avec la question de comment faire changer les habitudes de nos collaborateurs et de soi-même aussi. On est arrivé, au terme de cette soirée, on est arrivé sur 2 pistes. La première, c'est l'exemple. Par l'exemple, on peut motiver du monde, mais pour ça, il faut trouver la personne qui a fait le pas, qui explique que c'est possible et qu'elle n'a pas perdu en qualité de vie, idéalement qu'elle en a même gagné. Le deuxième axe, c'est le coup de pouce. On a tous besoin d'un petit coup de pouce. Alors, ça peut être financier, mais pas que. Il faut aussi de temps en temps l'opportunité. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'est née cette idée peut-être un peu saugrenue de la semaine de la mobilité pendulaire durable. C'est le coup de pouce, c'est le moment pour motiver les entrepreneurs et leurs collaborateurs à réfléchir et à tester des nouveaux chemins, maison, entreprise et tout ce qu'on doit faire entre deux. Donc voilà, si tous les collaborateurs des entreprises membres n'utilisent pas leur voiture pendant au moins une journée la semaine prochaine, ça aura déjà un effet bénéfique à l'échelle régionale. Et puis si en plus une partie de ces gens continue en ce sens et prend l'habitude de la mobilité douce, et bien là, Valais Excellence et ses entreprises membres aura participé au changement. Je passe la parole à Barbara. Merci Véronique.
Alors, je suis Barbara Châtelain, je suis la coordinatrice de la plateforme valaisanne du Swiss Triple Impact. Et je vous parlais en quelques mots de ce programme. Donc, c'est un programme qui est initié par Bilab Suisse. Donc, c'est l'entreprise qui délivre les certifications Bicorp, mais là, elle a développé une autre voie que celle-là, que de la certification. C'est le STI, donc le Swiss Triple Impact, est une démarche volontaire d'accompagnement des entreprises qui s'articulent autour des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Donc, c'est un programme qui est lancé sur le plan national, mais avec une intégration dans des niveaux locaux, on va dire. On l'adapte en fonction de son écosystème local. Ça aide les entreprises à démarrer une démarche RSE où ça leur permet d'aligner ces engagements actuels autour des objectifs de développement durable. À partir de là, on peut ou non continuer vers une voie, une autre, une certification, que ce soit du Bicorp, du Vale Excellence ou toute autre certification. Par contre, pour démarrer une démarche d'une certification, on n'est pas obligé, bien sûr, de passer par le programme-là. Mais ça aide vraiment d'abord à identifier ces impacts et définir des engagements pour maximiser les impacts positifs ou minimiser les impacts négatifs. Ce programme peut se travailler par cohorte en fonction de différents domaines d'activité avec des ateliers sur mesure qui sont accompagnés en général de personnes qui ont des compétences dans un domaine ou dans l'autre. Ça favorise également une mise en réseau, donc que ça soit au niveau local ou national, et favorise les partages entre pairs. Le programme, il se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il y a un atelier d'introduction d'1h30 où on vous explique pourquoi il est important d'engager son entreprise autour des ODD. Ensuite, il se compose de 2 ateliers d'environ 3 heures. Il y a un atelier de priorisation dans lequel on va vraiment réfléchir à ces impacts et d'identifier les ODD qui sont concernés par ces impacts. Et dans un deuxième temps, l'atelier d'implémentation dans lequel on va prendre des engagements pour améliorer ces impacts et le plan d'action pour y arriver. Et la troisième étape, c'est d'inscrire ces engagements dans un répertoire national des entreprises qui ont franchi, qui ont été au bout de cette démarche-là. On se base sur un outil de mesure qui s'appelle SDG Action Manager, qui permet d'évaluer où on en est de sa contribution aux ODD pour faciliter ensuite les engagements que l'on peut prendre. En fonction des besoins qui viennent des fois des participants lors des ateliers, on peut organiser des ateliers thématiques, que ce soit sur la mobilité, l'IT, etc. Et ensuite, on prévoit de réaliser des événements, que ce soit au niveau régional, au niveau national, pour mettre en relation les entreprises participantes. STI en Valais donc, a été lancé en automne 2020 en partenariat avec Neurone et ça aide les entreprises valaisannes à s'aligner sur l'agenda 2030 cantonal. Il se déploie, comme je le disais, de façon indépendante, autonome, en fonction des besoins et des spécificités du canton. Et on le voit comme un programme complémentaire qui peut aider à initier une démarche un peu plus globale. Donc voilà, il y a actuellement 260 entreprises qui sont dans la deuxième étape du programme, avec les premières entreprises qui affichent maintenant leurs engagements dans le répertoire national. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est tout bon. Merci beaucoup, chère Barbara. Merci, chère Véronique, d'avoir lancé idéalement cet événement qui se veut tourner vers l'action. Cette action, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Vous avez déjà eu le mot de bienvenue. Ensuite, on aura Sébastien du canton du Valais, Jean-Pierre de Culture Valais. On a malheureusement Gaël Ribordi qui s'est annoncé malade ce matin. Quand il verra le replay, on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc, Sébastien et Jean-Pierre auront un tout petit peu plus de temps pour leur intervention. Et on aura peut-être aussi un petit peu plus de temps pour la table ronde qui s'en suivra. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Sébastien Métraillé. Il est chef de projet Mobilité douce au canton du Valais. Sébastien, c'est un grand plaisir de t'accueillir avec nous. Donc, je propose d'activer
ta caméra et ton micro, et puis je te passe la parole. Voilà, on te voit bien, Sébastien, c'est top. Je te passe la parole, et puis je reviendrai ensuite après ta présentation. À tout de suite. Merci, bonjour à toutes et tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire, et c'est aussi pour moi un grand plaisir pour le canton, en particulier service de la mobilité. C'est un grand plaisir d'y participer. Merci d'abord aux organisateurs pour donc, votre invitation. Donc, je suis Sébastien Métraillé, je travaille au sein du service de la mobilité du canton du Valais, à la section transport public, en tant que chargé de projet mobilité douce. Le service de la mobilité, le SDM, selon son acronyme, c'est 400 personnes environ qui sont employées. Il y a la section infra, donc tout ce qui est études routières. Par routier, je le considère au sens large. Ça peut être bien sûr aussi de la mobilité douce, des transports publics. Il y a la section transport public, il y a les arrondissements qui exécutent les projets. Il y a aussi la section logistique, entre autres nos cantonniers qui travaillent au jour le jour le long de notre réseau cantonal. Donc, on m'a mis à peu près 15 minutes à disposition et je sais que je peux déborder si nécessaire. Donc, je le ferai peut-être, on verra comment on avance, pour donc discuter du contexte valaisan de la mobilité. Ma présentation se déclinera selon le plan qui est affiché. Donc, d'abord un cadre général sur la mobilité, ensuite les enjeux de la mobilité, les acteurs de la mobilité, ce que fait le canton par rapport à cette thématique de la mobilité d'entreprise en particulier, et enfin le rôle que vous, entrepreneurs, si vous êtes parmi nos participants, bien, vous pouvez avoir dans ce cadre. Donc, au niveau de notre canton du Valais, on a une population résidente d'un peu moins de 350 000 habitants, une population de pointe lors des fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, de 700 000 résidents. Ça signifie à peu près 2 fois plus que la population résidente habituelle, et c'est un élément important pour nous en tant que planificateurs de la mobilité, parce qu'on doit dimensionner nos infrastructures en fonction de ces pointes, parce qu'on doit être capable d'absorber le supplément de mobilité, de trafic de mobilité, de flux de mobilité lors de ces périodes. Au niveau de la population de la plaine du Rhône, elle est concentrée au niveau de la population valaisanne, elle est concentrée au niveau de la plaine du Rhône pour 73% d'entre elles. Ça veut dire que l'écrasante majorité de la population valaisanne vit en plaine, en particulier dans les centres urbains, les agglomérations. Donc, c'est aussi un élément qui est très important pour nous au niveau de la mobilité. Notre élément très important de notre canton, bien sûr, c'est que notre canton est un canton alpin. Donc, on se trouve au cœur des Alpes, à proximité immédiate de la montagne. Donc, on est très vite confronté à cet aspect de montagne en termes de mobilité, bien entendu aussi, que ce soit au niveau des loisirs ou du travail. Et puis, bon, les emplois, hein, c'est 180 000 emplois en Valais, ce n'est pas négligeable non plus. Notre canton, c'est un canton connecté avec les cantons limitrophes, mais aussi avec les pays limitrophes. Également, à l'interne, c'est finalement un peu ce que l'on voit là de façon très schématique. On a des flux de mobilité au niveau donc, de nos villes, de nos agglomérations et avec donc, les zones périphériques. On a également, autre aspect très important, cet aspect plaine montagne qui revient sans cesse. Donc, tout ça, ça a un impact sur nos déplacements de loisirs ou déplacements pendulaires. Et avec notre réseau de mobilité, donc, on doit pouvoir permettre ces flux. Et on le fait. Au niveau de l'offre de mobilité, peut-être pour avoir aussi un aperçu, et ça fait partie complète hein, d'un contexte qu'on peut vous donner, en fonction donc, des différents modes de mobilité que l'on a en Valais. Donc, au niveau des routes cantonales, on a un réseau routier de 1700 km, dont environ 15% qui est adapté actuellement à la pratique du vélo. Au niveau des trains, on a des cadences régionales à la demi-heure. Au niveau des bus, on a 84 lignes de bus, plus de 10 millions de kilomètres qui sont réalisés par an. Et au niveau des lignes, il en existe aussi un certain nombre, en l'occurrence, dont 6 qui sont gérés par notre service, le service de la mobilité. Donc, on voit qu'au niveau de l'offre de mobilité, vraiment, on agit sur tous les modes.
Quant au mode de déplacement, comme déjà dit, donc on a ces différents moyens de transport. Que sont les transports par câble? Bon, le bateau, c'est un peu plus anecdotique pour notre canton, mais ça fait bien sûr partie de la mobilité, on s'en charge aussi. Il y a le transport individuel motorisé, les piétons, les vélos au niveau de la mobilité douce, transport aéronautique, en particulier l'aéroport de Sion, les transports publics, qu'ils soient bus ou train. Donc, on est dans un système de multimodalité. En termes de part modale, là, je me concentre sur les déplacements pendulaires. La source, c'est l'Office fédéral de la statistique 2019. Donc, on a environ 68% de TIM, c'est-à-dire le transport individuel motorisé, 13,5% de transport public et à peu près 18% de mobilité douce. Si on prend ce chiffre lui-même, pas en termes de pourcentage, mais sur ces 18, on a à peu près 15 pour les piétons et 3 à 5 pour les cyclistes. Peut-être juste à titre d'information au niveau du micro-recensement, où là, on a des données à la fois pendulaires et loisirs. On est à peu près à la même chose au niveau des transports individuels motorisés, mais on est plus haut en termes de transport public, on est à 22%, et plus bas, par contre, au niveau de la mobilité douce, on est qu'à 6%. On a à peu près la moitié de la population qui habite à 1 km vol d'oiseau d'une gare. C'est une grande chance que l'on a en Valais et de façon plus générale, hein, on peut généraliser la chose à l'ensemble de nos territoires helvétiques, de disposer d'un maillage fin au niveau des transports publics. C'est une chance énorme et souvent on ne s'en rend pas compte. Et c'est souvent les gens qui viennent de l'extérieur qui nous font prendre conscience à quel point on a une très bonne infrastructure au niveau des transports publics, en particulier ferroviaires, hein, ici on parle de gare. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus par rapport à cette carte au niveau des emplois, donc à la mobilité pendulaire, on voit qu'on se trouve, donc 60% des emplois se trouvent à une distance d'1 kilomètre d'une gare et 65% des employés travaillent dans une des 7 grandes villes du canton. Donc, ce qu'on peut dire au niveau spatial, c'est qu'on a beaucoup de déplacements qui se font vers les centres urbains et des centres urbains. Et puis, au niveau temporel, on peut dire que les déplacements pendulaires, ils sont quand même très concentrés à certaines heures de pointe, donc 7h à 8h le matin et 17h à 18h le soir. Je grossis peut-être un peu le trait, mais c'est ça. Donc, il y a vraiment des grands pics. Donc là, on a un grand potentiel d'évolution par un report modal sur le train en combinaison avec les autres modes de déplacement, par exemple un bout du trajet à vélo et le reste en train, un bout du trajet en voiture et le reste en train. Ça, c'est au niveau de l'origine, disons, du cheminement, mais il ne faut pas oublier non plus la destination, et ça, c'est important au niveau des entreprises, bien sûr, parce que pour que ça fonctionne, ce système, il faut qu'on veille aussi à ce que il y a une accessibilité à l'entreprise au moment donc de l'arrivée sur place, que ce soit avec les transports publics ou la mobilité douce. Voilà. Et tout ça fait que nous avons des enjeux de mobilité au niveau de la demande et de l'offre. Cette demande et cette offre, elles se modifient en permanence. On a une constante évolution de la mobilité. La mobilité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier et n'est pas la même non plus que celle de demain. Et donc, ça implique un certain nombre d'enjeux au niveau sociologique. Il y a tout d'abord tout ce qui concerne les habitudes de mobilité des gens, qui sont parfois tenaces, qui parfois évoluent aussi très rapidement. Par rapport à ça, eh bien, notre réseau de mobilité actuel ne correspond plus forcément toujours aux attentes de la population, parce qu'il y a des aspects de sécurité, il y a l'état du réseau, il y a la fonctionnalité du réseau. Par exemple, la mobilité douce est une thématique qui évolue énormément, qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Je ne peux que m'en féliciter, comme d'ailleurs toutes les personnes qui pratiquent cette forme de mobilité, qui est efficace et attractive dans un certain nombre de situations. Mais bien sûr, pour répondre à ces demandes-là, on doit agir, on doit investir, on doit s'investir. Donc, ce n'est pas des choses qui se font forcément toujours facilement. Donc, on doit repenser aussi les espaces publics en lien avec ces éléments-là. Au niveau environnemental, bien sûr, il y a l'aspect des changements climatiques qui a une grande influence et de plus en plus grande. Je crois que la plupart de la population commence sérieusement à se rendre compte des implications des changements climatiques. Et bien sûr, la mobilité fait partie de ces secteurs,
plus ou moins tous les secteurs qui sont concernés par les implications de ces changements climatiques. Il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne les nuisances, par exemple au nord. Il y a également les gaz à effet de serre, ça j'y reviens juste ensuite par un petit slide. Niveau économique, il y a tout l'aspect des coûts, coûts d'entretien, coûts d'exploitation, les tarifications, en particulier au niveau des transports publics. Au niveau technologique, il y a l'électrification, de plus en plus de moyens de transport qui se font à assistance électrique, donc les voitures, les bus, les cycles. Et puis, il y a aussi tout l'aspect automatisation, robotisation de la mobilité. Au niveau territorial, il y a des grands enjeux par la topographie, donc le relief de notre canton, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis aussi, on pourrait citer le fait que l'on a un espace restreint. La Suisse, le Valais aussi, hein, c'est un petit pays. Donc, dans un petit espace avec beaucoup de gens qui y vivent, on n'a pas forcément de grandes possibilités d'action, contrairement à d'autres pays ou d'autres régions qui sont très peu peuplées, qui ont beaucoup moins d'intérêt en présence lors des réflexions de mobilité. Et puis enfin, au niveau politique, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est clair, c'est essentiel. Au niveau du cadre légal, je ne sais pas si vous suivez, j'imagine que vous suivez l'actualité et que vous avez vu ce qui s'est passé récemment, tant sur le plan suisse que sur le plan valaisan. Donc, au niveau suisse, il y a la loi sur les voies cyclables qui entrera bientôt en vigueur. Et sur le niveau cantonal, il y a la loi sur les transports publics qui est en cours de révision totale et qui va s'ajouter d'un volet très important pour nos secteurs d'activité, de la mobilité douce quotidienne. Donc, c'est passé en première lecture jeudi passé, donc on va de l'avant et prochainement, donc, on aura également cette loi-là au niveau cantonal qui entrera en vigueur. Et puis, c'est bien sûr aussi des implications en termes de ressources, donc les ressources financières à disposition, les ressources humaines nécessaires pour effectuer le travail. Alors, un petit mot sur les gaz à effet de serre. Il faut savoir que la mobilité en Valais, elle est responsable de 16% des GES, c'est-à-dire des gaz à effet de serre. Ça représente 2,6 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Donc, le CO2 équivalent, c'est pour résumer, en essayant de ne pas faire de raccourcis qui ne seraient pas souhaités, mais le CO2 équivalent, c'est tout gaz confondu, en fait, rapporté à la valeur relative du CO2. Donc, pas trop s'arrêter là-dessus, mais en gros, donc, c'est ce que l'on pollue au niveau de la mobilité. Pour le 97%, c'est lié à la consommation de carburant. Donc, c'est quand même un chiffre astronomique. Pour ce qui concerne, alors là, c'est un petit mot qui concerne notre entreprise, l'entreprise État du Valais, l'administration cantonale, on est à 28% des GES. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des énormes pollueurs, c'est simplement que le niveau de comparaison, il est un peu délicat parce qu'en fait, au niveau d'une entreprise ou d'une administration cantonale, on n'aura pas les mêmes postes d'émission que d'un point de vue général. On va se limiter surtout justement aux aspects de mobilité, aussi quelques aspects d'énergie ou de consommation de biens, et pas à tous les aspects, par exemple, que représente l'industrie ou l'agriculture. Et si on répartit ce chiffre de 28%, en fait, on peut le répartir pour 15 au niveau des déplacements professionnels, pour 13 au niveau des déplacements pendulaires. Au niveau des déplacements professionnels, c'est là vraiment que les entreprises peuvent agir parce qu'il y a le lien direct avec leurs employés. Par contre, au niveau des déplacements pendulaires, c'est-à-dire pour aller de sa maison à son travail, là, l'employeur peut avoir un rôle, mais c'est plutôt un rôle de levier. Il ne peut pas non plus, bien sûr, faire de l'ingérence dans la vie privée de son employé. Au niveau des acteurs de la mobilité, c'est un peu la palissade, des banalités, mais c'est quand même important de toujours resituer la chose. Donc, on en a bien sûr une multiplicité de ces acteurs qu'on peut résumer selon ce schéma. Donc, on a bien sûr les 3 niveaux de notre chère Helvétie, donc la Confédération, les cantons, les communes. Au niveau de la Confédération, au niveau de la mobilité, c'est l'OFRU et l'OFT qui ont une importance majeure. Au niveau du canton, eh bien, le service de la mobilité, toutes les communes partenaires, 122 communes du canton, et, très important aussi, les entreprises et les associations.
Donc, chacun a son rôle à jouer, bien sûr, à son niveau, à son échelle, si possible en collaboration avec les autres. Là, c'est un cercle qui réunit tout le monde. C'est le cas idéal où on peut travailler ensemble, tirer à la même corde, ou essayer de tirer à la même corde pour faire avancer les choses dans le sens de la thématique du jour, c'est-à-dire une mobilité durable. Alors, au niveau du canton, donc de l'entreprise État du Valais, nous avons tout d'abord, au niveau de notre service de la mobilité, réalisé un concept cantonal de la mobilité, concept cantonal de la mobilité 2040, qui a été adopté par le Conseil d'État en 2018. Ça, c'est un jalon vraiment très important pour nous en termes de mobilité pour les années actuelles et futures, dans ce que l'on va entreprendre en termes de mobilité. Donc, c'est notre stratégie finalement générale au niveau du canton jusqu'à l'horizon 2040. L'idée, c'est de basculer vers une mobilité multimodale, innovante, durable, en prenant en compte différents éléments. Tout d'abord, considérer tous les modes de déplacement. Donc, ce n'est plus l'idée de se focaliser sur un mode ou sur un autre, mais c'est de les mettre tous au même niveau et de prendre systématiquement le mode qui est le plus efficace. Donc, autrement dit, on pourrait résumer cela par la bonne mobilité au bon endroit. Ensuite, c'est favoriser le transfert modal, donc faciliter l'utilisation de plusieurs modes de transport. Donc là, il y a les aspects de pôles multimodaux, de combinaison donc, des modes de transport. Ensuite, on veut agir sur l'offre de mobilité. Alors là, il y a plusieurs moyens d'action. Il y a les cadences au niveau des transports publics, il y a les réseaux de mobilité, quels qu'ils soient, l'adaptation des infrastructures existantes qui, comme je disais tout à l'heure, ne répondent parfois plus à l'état et aux besoins actuels. Faire en sorte, si possible, de la rendre, cette infrastructure, disponible pour plusieurs modes de transport à la fois. Et puis enfin, c'est agir sur la demande en mobilité, alors à 3 niveaux, la spatialité, la temporalité, la qualité. Je m'explique, donc au niveau spatialité, c'est faire des espaces publics, des espaces pour tous les modes de transport, pas uniquement pour la voiture, comme ça a été le cas pendant longtemps, mais aussi pour les autres modes de transport, si possible, les mettre le plus possible au même niveau, donc les piétons, les cyclistes. Par exemple, dans le cadre des requalifications de traversées de localité que nous avons enclenchées depuis quelques années au sein de notre service. Ensuite, au niveau de la temporalité, il s'agit de modifier les horaires quand on le peut, essayer de les rendre encore plus attractifs, encore plus efficaces, pour aussi parfois lisser les pics d'affluence. On l'a vu tout à l'heure, c'était quelque chose qui pouvait être très impactant. Un exemple par rapport à ça, c'est le cas du collège de Saint-Maurice, où on a réussi concertation entre les différents services du canton, la commune et les différents partenaires à décaler le début des cours de sorte à permettre un décalage des flux de mobilité. Et ainsi, on a réduit les pics de fréquentation, en particulier dans les trains. Au niveau de la qualité, on pourrait citer en exemple la sécurité qu'on cherche à avoir au niveau des infrastructures de mobilité douce. On ne peut plus simplement peindre une bande cyclable et s'en laver les mains. On doit à chaque fois réfléchir à la meilleure infrastructure, la plus qualitative possible dans tous les cas. Au niveau du rôle des entreprises, eh bien, vous avez bien vu que les défis de la mobilité sont nombreux. On est bien conscient qu'à l'échelle d'une entreprise, c'est aussi le cas. En fonction de la localisation d'entreprise, des ressources financières à disposition, il y a peut-être aussi des résistances au niveau de vos employés. Donc, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas évident, on en convient. Dans tous les cas, que votre rôle soit passif ou actif, en tant qu'entrepreneur, vous aurez une influence sur la mobilité. Au niveau des types de déplacements générés par un emploi, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors de cette présentation, donc nous avons les déplacements pendulaires et les déplacements professionnels. Donc, c'est surtout au niveau des déplacements professionnels que vous pouvez avoir une grosse influence. Donc, les déplacements pour des séances, des livraisons, des contacts entre différents sites d'une entreprise, si l'entreprise a un certain volume, une certaine taille. On doit essayer de chercher, si possible, la complémentarité entre les entreprises, donc le domaine privé, et le canton, les communes, donc les acteurs publics. C'est un
important. Et en travaillant ensemble, essayer de trouver des solutions pour rationaliser l'utilisation des véhicules, pour améliorer les flux de circulation, pour améliorer au final aussi la qualité de vie de la population. Parce qu'un employé, c'est aussi une personne qui fait partie intégrante de la population. Donc, il y a vraiment aussi pour nous un intérêt à participer à ce genre tel que vous la menez aujourd'hui avec ce webinaire pour aller tous dans la même direction. Donc, ensuite, on travaille aussi en tant qu'entreprise, l'État du Valais, sur cet aspect entreprise de notre administration. On se doit d'être exemplaire. Ça a été cité également en début de séance. On cherche à être exemplaire. À ce niveau-là, ce qu'on peut citer, c'est l'enquête de mobilité que nous avons menée auprès de nos employés en 2018. Comprendre comment les employés de l'administration cantonale, 4 à 5 000 personnes, pour information, se déplacent pour aller au travail. Et puis, voir dans quelle mesure on pourrait modifier ces comportements. Là, on est en cours de développement d'un plan de mobilité au niveau de l'administration cantonale. Notre action que l'on a menée récemment, en particulier menée par ma collègue Anne Duroux, que je salue au passage, elle est en principe avec nous, c'est un guide que l'on a développé au niveau des plans de mobilité d'entreprise. Donc, c'est un outil en fait pour informer les entreprises déjà sur ce qu'est un plan de mobilité d'entreprise et puis ensuite également pour donner des pistes pour optimiser la mobilité des entreprises. Le but, c'est de faire en sorte que la mobilité devienne multimodale aussi en entreprise. Vous avez donc le contenu sous vos yeux. Donc, qu'est-ce qu'un plan de mobilité? Les étapes de réalisation d'un plan de mobilité, quelques exemples et des témoignages. Voilà, en quelques mots, le contenu de ce guide que vous trouvez sur Internet ou sinon vous pouvez venir vers nous également pour l'obtenir. Voilà, j'en ai gentiment fini de ma présentation. Je rends donc mon micro et ma vidéo. Merci, cher Sébastien. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation passionnante qui est étayée de chiffres et de moyens d'action. On se réjouit d'en débattre avec toi tout à l'heure. Je vais sans plus attendre passer la parole à Jean-Pierre Pralon, il est directeur de Culture Valais. Jean-Pierre, pour un petit partage d'expérience, on a vu maintenant le canton qui présentait ses chiffres, son plan, et puis on voulait aussi avoir quelque chose de pratique. Donc Jean-Pierre, la parole est à toi. Je vais arrêter le partage d'écran puisque tu n'as pas de slide pour qu'on puisse bien te voir. Et puis je précise également que vous pouvez poser vos questions comme Julie et Loïc et Christopher qui ont posé des questions dans le Q&A ou Q&A. Et puis d'ailleurs, il y a du boulot pour les intervenants précédents, donc allez répondre aux questions. Voilà, Jean-Pierre, je te passe la parole et à tout de suite. Oui, merci Christophe, et puis merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vous salue toutes et tous en tant que participants. Alors, Sandrine de Valais Excellence m'a proposé de témoigner. Alors, c'est ce que je vais faire, sans PowerPoint. Je vais vous raconter ma petite histoire de la mobilité dans les différentes entreprises où j'ai travaillé. Et puis, finalement, mon histoire à moi, je ne suis pas un spécialiste de la mobilité, mais Dieu sait si j'utilise le train, le vélo, aller à pied, etc. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Par rapport à ce qu'a dit Sébastien en introduction, eh bien, finalement, quand je regarde un petit peu ce que j'ai fait, où j'ai travaillé, où j'ai habité, généralement, j'ai habité en ville et j'ai généralement travaillé en ville, ce qui fait que c'est une espèce d'urbain des montagnes, en habitant aussi en Valais et puis hors canton. Eh bien, je me suis rendu compte tout naturellement que la mobilité par les transports publics, ou en tout cas celle qui n'a pas forcément un moteur et qu'on doit conduire, elle était pour moi bien plus simple, bien plus facile. Et ça, ce n'est pas du tout une conviction, je ne sais pas, politique ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un constat. Quand j'ai commencé l'université à Lausanne, eh bien, j'ai fait pas mal de trajets aller-retour en train. C'était à une époque où il y avait moins de trains, mais j'étais à peu près tout le temps à l'heure et c'était très plaisant. Alors, j'ai continué comme ça. Pour mes loisirs aussi, j'ai pratiqué le train, j'ai souvent mis le vélo dans le train. J'aime aller me balader, revenir en bus. Enfin, ce genre de choses fait partie de ce que j'aime. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Je me souviens, quand j'avais été avec ma fille qui était petite, on avait pris le bus Cédunois. Eh bien, c'était fantastique. On avait fait un petit tour en bus Cédunois pour se rendre je ne sais plus où. Et ça participe d'une expérience. Et moi, j'ai toujours aimé l'expérience que je vais un peu vous décrire maintenant, avec peut-être quelques exemples et anecdotes.
Alors, je vais vous décrire une première anecdote qui ne m'a pas forcément plu. C'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est marrant parce que c'était un peu en préparant cette discussion ici. On s'est rendu avec plusieurs personnes avec qui je m'entends bien, on s'aime bien. Une séance hors canton, 2 heures aller, 2 heures retour, et on a pris la voiture. Okay, c'était la personne qui nous le propose. Et puis, on se rend simplement compte qu'on n'est pas face à face, comme dans un wagon CFF ou un train régio. On est un petit peu à la merci du conducteur qui conduit plus ou moins bien. Bon. Pour discuter, ce n'est pas évident. Pour travailler, ça n'allait pas plus. Et puis, j'avais cette sensation finalement assez désagréable, malgré tout, d'une espèce de perte de temps. Et puis, je me suis dit, non, mais moi, ça, c'est pas ça que je veux. Alors ça, c'était un souvenir très récent, mais voilà, ça m'a rappelé ce genre de choses, à quel point la mobilité que j'ai eue depuis peut-être 20, 25 ans, eh bien finalement, elle me plaît. Et puis, elle me convient bien, surtout pour quelqu'un qui est plutôt de grande taille, sans être un géant non plus, qui a des petits soucis de dos et de genoux. Et donc, la voiture, c'est pas monstre cool quand on est comme ça. Alors, moi, j'ai eu plusieurs types de jobs. J'ai dirigé des structures, j'ai été chef de projet, ce qui m'a souvent amené à me déplacer dans le canton où j'étais, et puis évidemment en Suisse, et puis à l'international. Et j'ai souvent mélangé les types de mobilité. Donc, par exemple, quand je dirigeais l'Office du tourisme de Nyon Région, c'est une destination avec 45 communes, il m'arrivait très souvent d'y aller en train. De Nyon à Saint-Cergue, il y a ce petit train rouge que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'était parfait pour aller à Saint-Cergue. Simplement, ça demande d'être organisé. Il faut savoir quand on part, il faut regarder un peu quand on va arriver. Et puis, effectivement, c'est un peu différent de la voiture, même si la voiture, moi, j'ai rien contre, je l'utilise aussi. On a l'impression que c'est la liberté totale, mais en fait, elle a tout autant de contraintes, si on veut. J'ai souvent emprunté les voitures Mobility, et quand on fait le calcul financier, eh bien, on est généralement gagnant. Et cette mobilité combinée, je me suis souvent rendu compte que j'étais un peu le seul à la pratiquer, en tout cas dans peut-être la décennie 2000. Après, je pense que ça a un peu changé. Actuellement, bien, je dirige cette association qui s'appelle Culture Vallée depuis 2016. Puis, ce que je constate, c'est que les collaborateurs qui y travaillent, bien, s'ils habitent en ville, ils viennent en transport public, ils viennent à pied. C'est simplement leur localisation qui fait qu'ils se déplacent ainsi. Et puis, les collaborateurs qui habitent peut-être, qui habitent pas en ville, pas en plaine, et puis qui habitent en périphérie, sur les coteaux ou dans des villages, ils viennent en voiture. Voilà. Et là aussi, je n'ai pas l'impression qu'ils aient plus les uns que les autres des fibres environnementales. C'est une histoire d'aspect pratique. Alors, on peut l'intégrer dans un plan de mobilité, mais ça, je dirais que ça ressort de la sphère personnelle, privée. Nous, à Culture Vallée, eh bien, ce qu'on dit, c'est train first, comme on dit dans les médias, mobile first. Alors, on sera train first. On va prendre le train et puis on va prendre la voiture quand soit c'est trop tardif, soit c'est dans un endroit où il est difficile d'accéder autrement que par les transports publics. Et plutôt des collaborateurs jeunes et plus jeunes que moi, et c'est assez logique pour eux, c'est assez évident. Ils ont eu un abo CFF, ils se sont baladés dans la Suisse ou ailleurs. Donc, ce n'est même pas vraiment une discussion. Quand une personne commence, on lui dit, voilà un peu comment on pratique, qu'est-ce qu'on encourage au niveau mobilité. Puis, généralement, la personne, elle dit « Ah, ok, ouais, moi, je fais déjà ça. » Ce que j'aime aussi dans ces modes de déplacement, c'est il y a un côté, je trouve, original. C'est un peu comme la biodiversité. Alors, c'est la mobidiversité, je ne sais pas si ça existe, mais ça change. Quand on va à pied, quand on prend le vélo, quand on prend le train. Moi, j'aime bien aller au Chable, par exemple, en prenant le régional. C'est le parcours que j'aime bien aussi. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas aller à Brigue, mais il y a des parcours plus sympas peut-être que d'autres. Et donc, il y a une diversité qui accompagne un état d'esprit. Enfin, voilà. Moi, je me sens dans cet aspect-là. Et puis, évidemment, je prends la voiture quand c'est nécessaire parce qu'on a peut-être quelque chose de nocturne ou sur un événement, il y a du matériel à transporter. Et là, on y va peut-être avec un bus, une camionnette ou un véhicule de ce type. Donc, ce que disait Sébastien, c'est évident. C'est la bonne mobilité au bon moment par rapport à ce qu'on a besoin. Et puis, on évite d'utiliser Par exemple, j'entends des gens qui disent « Oui, mais moi, comme je déménage une fois par année des copains, il me faut une très grande voiture. » Bon, alors on pourrait se dire que 99% du temps, il n'a pas besoin d'une grande voiture, puis quand il en a besoin, il l'emprunte, il la loue. Et cette économie de fonctionnalité, là, j'entends bien qu'elle n'est pas toujours très impactante dans la tête des gens. Souvent, on dimensionne des choses pour un usage unique, et alors qu'on traîne des tonnes
sur toute l'année alors qu'on n'en a pas forcément besoin. À titre personnel, moi je fais pas mal de sport, je cours, je fais du vélo, j'aime ça. Donc quand je me déplace en ville, quand j'ai une séance ici par exemple, je suis sûr d'arriver à l'heure, je ne pars pas beaucoup en avance, le parquage n'est pas un problème, les frais de parking non plus. Alors c'est clair qu'on a des pistes cyclables plus ou moins intéressantes, certaines sont bien placées et d'autres sont clairement dangereuses. Donc voilà, s'il faut prendre les trottoirs pour sauver sa peau, il le faut des fois. Je dis ça parce qu'on parlait de l'infrastructure, est-ce qu'elle est des fois adaptée? Clairement, des fois non, et puis des fois elle l'est parfaitement. Donc ça c'est assez intéressant, je pense, de pouvoir aussi se dire, mais finalement, quels sont les avantages et puis les inconvénients de cette mobilité combinée? Alors j'ai essayé de dresser un petit peu la liste pour moi. Pour ma part, jouer à pied, à vélo, en train, c'est généralement plus rapide, plus efficace. C'est du temps qui n'est pas perdu. Alors bien sûr, on peut téléphoner en voiture et faire des appels, c'est parfait comme ça. Moi, je trouve que c'est assez ludique. Et puis quand il y a des temps d'attente, parce qu'il y a du retard, parce qu'il y a un problème particulier, alors dans la voiture, on peut écouter la radio. Moi, j'ai toujours de quoi m'occuper, s'il faut se dire, en lecture. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de choses, donc peut-être que ça, c'est utile. Et puis, on est quand même plus relax. En tout cas, ce fameux voyage en voiture là, que j'ai raconté au début n'est pas beaucoup apprécié finalement, à part la compagnie des gens. Si je peux m'en passer, c'est assez volontiers. Et donc, les discussions dans le train, on rencontre des gens, ce qu'on ne rencontre pas dans sa voiture généralement. Ça me plaît aussi. Et puis, il faut être aussi clair quand il fait -5, -10, que vous habitez au sommet de la ville et puis que vous descendez au bas de la ville, il faut être assez bien équipé. Il fait froid. Alors, moi, j'aime bien ce petit challenge, mais certains me disent non, moi, en janvier, je ne vais pas à vélo, je prends la voiture. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis, l'été, quand il fait 35 et que vous remontez du bas de la ville vers le sommet, eh bien, il n'y a pas besoin d'être très équipé pour se rendre compte qu'il fait assez chaud. On peut être aussi à la merci des voitures et des aménagements urbains. Donc, voilà, il y a un certain nombre de plus et de moins, mais je retiendrai cette diversité, ce rythme qui change, qui, moi, me plaît beaucoup. Et ça, c'est très personnel. Et je pense qu'il faut être aussi assez organisé parce que il faut savoir à peu près quand on part et quand on arrive. Par contre, on évite toute une série de problèmes de parquage, de coûts et ce genre de choses. Donc voilà, en quelques 10 minutes, je crois, un petit témoignage qui vaut ce qu'il vaut. Il n'a absolument aucune prétention. Et mettre le vélo dans le train, moi, je trouve ça assez chouette parce qu'après, on peut aller se balader et puis on fait des fois des petits bouts de trajet qui sont très sympas alors qu'on est dans un cadre professionnel. Donc voilà un petit peu ma petite histoire et peut-être qu'on se croisera à vélo ou dans le train prochainement. Voilà. On s'en réjouit, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Super inspirant. Et puis, encore une chose qu'on peut dire, c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler dans le train avec son PC, on ne supporte plus de prendre la voiture parce que c'est tellement de temps perdu. C'est horrible, quoi. J'ai demandé on va démarrer la partie de table ronde maintenant par une question. Pendant que tout le monde se connecte, je vais laisser les différents. Vous voyez, vous avez un petit sondage qui vient d'apparaître à l'écran, si vous êtes d'accord. Et puis, c'est lié à vos déplacements pour rendre au travail. Voilà, c'est pour lancer la table ronde avec un tout petit sondage. On a déjà 15-16 personnes sur 40 qui ont participé. Voilà, ça va très très vite. Alors, ce qu'on voit déjà par rapport à ce qu'on a entendu, c'est que peut-être que la participation des gens au webinaire n'est pas tout à fait représentative de la population valaisanne dans sa globalité, parce qu'on voit qu'on a 30% de transport public et 20% de vélo, ce qui fait... On a quoi, plus à pied, on est presque à 60% la non-voiture, 25% voiture. Donc voilà, je pense qu'on a déjà un public ici qui est un public, en tout cas, averti sur les questions de mobilité douce. Est-ce que tous les participants peuvent activer, donc les panélistes peuvent activer leur caméra? Je sais que on a quelqu'un qui travaille encore très fort à répondre aux questions. Merci en tout cas aux personnes qui ont posé des questions en ligne, notamment Sébastien qui a fait chauffer son clavier. On le remercie pour répondre aux questions des participants. Alors peut-être, avant on vous remercie pour le petit sondage. Je vais partager les résultats pour que vous puissiez les voir.
Voilà, donc on a bien 31% de transport public, 19% de vélo, 6% à pied, 3% trottinette, 25% en voiture, et puis 13% qui font essentiellement télétravail. On n'en a pas parlé, hein, évidemment, mais les questions de télétravail ont un impact relativement fort, hein, dans certaines régions sur la mobilité. Donc je vais arrêter maintenant le petit partage et je vais encore vous poser une question à vous, participants à cette table ronde, à ce webinaire. Si vous pouvez mettre dans le chat de manière relativement simple, directe, hein, quels sont selon vous les freins finalement à une mobilité plus douce? Quels sont les freins principaux à une mobilité plus douce, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'entreprise? Vous pouvez utiliser le chat pour ça. Voilà, on nous parle déjà du temps. Merci Steve d'avoir réagi de manière très très rapide à ma question. Effectivement, Jean-Pierre qui nous parle des habitudes qui sont bien ancrées, hein, cette fameuse expérience qui n'est claire que dans le dos. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La question de sécurité aussi, c'est intéressant. On a parlé évidemment pas mal de la sécurité dans cette phase pandémique de Covid qui paraît bien loin. La question économique, c'est vrai que les chemins de fer sont réputés, en tout cas pour relativement cher dans notre pays. La fréquence, hein, qui dans certaines vallées, avec le quart postal, peut être relativement faible, et encore ça dépend. Voilà, les vallées latérales, etc., etc. La météo, qui peut un petit peu réfréner les ardeurs, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure. Les questions de distance. Je voulais vous entendre pendant que nos amis participants et participantes continuent à réagir dans le chat. Je voulais entendre un petit peu les panélistes sur ces questions de frein, hein, puisque, et peut-être en commençant par toi, Sébastien, tu travailles aujourd'hui donc, en lien avec le plan climat du canton, évidemment pour réduire l'impact CO2 des transports et donc réduire le nombre de déplacements à énergie fossile. Aujourd'hui, les principaux freins que tu vois, mais au niveau des entreprises, moi, j'aimerais faire un petit tour là-dessus parce que je voulais qu'on rentre un petit peu sur la thématique des entreprises. Quels sont les principaux freins que tu vois, toi? Bon, bien entendu, c'est toujours le nœud de la guerre, c'est d'abord des freins financiers. Pour une entreprise de passer le cap, la première question qu'on se pose, c'est combien ça va coûter, j'imagine. En même temps, c'est peut-être plutôt à des entreprises qu'on devrait poser cette question. Ça m'intéresserait aussi et surtout d'avoir leur réponse. Donc, j'espère pas trahir. Jean-Pierre. Voilà, exactement. Mais je pense que l'aspect financier, bien sûr, c'est un élément important qui peut constituer un frein. Ensuite, on ne peut pas non plus imposer tout ce que l'on souhaite en tant qu'entrepreneur. On doit aussi respecter dans une certaine mesure ses employés. Donc, parfois, il y a des réticences qui sont très fortes par rapport à ça. C'est les deux éléments qui me viennent en premier à l'esprit. Jean-Pierre? Moi, je pense qu'il faut déjà pouvoir montrer l'exemple. Je me souviens d'un entrepreneur qui me disait en temps de Covid que dans les teams qu'il avait, si le chef de team était vacciné, la majorité l'était, et si le chef de team n'était pas vacciné, la grande majorité ne l'était pas. Voilà. Je ne veux pas parler ici du vaccin, mais il y a l'idée d'être exemplaire, de montrer quelque chose, parce que c'est bien sympa d'avoir un plan de mobilité si les principaux cadres ils viennent tous en voiture, etc. Bon, les collaborateurs ils vont dire vous êtes sympa, et donc c'est aussi la question du sens. Nous, on encourage les gens à utiliser les transports publics, aussi parce que les lieux où on va sont généralement à proximité des gares. C'est très pratique. Et puis, il faut aussi leur laisser le droit d'essayer une fois et puis d'avoir aimé ou pas aimé. Et je pense que chacun doit d'avoir une certaine liberté et doit pouvoir trouver du sens. Et nous, on s'y retrouve aussi financièrement. On préfère toujours payer un billet de train que des kilomètres de voiture, sauf quand c'est utile, eh bien, on les paye sans autre. Donc, je pense que c'est vraiment cette question-là qui, pour moi, doit être discutée dans une entreprise quant aux freins. Et puis après, il y a la sphère privée. Chacun est libre, finalement, de venir comme il veut, travailler in fine. Oui. Intéressant. Donc, Jean-Pierre, tu dis la question pas mal du leadership, hein, notamment de l'exemple que l'on donne en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Peut-être Barbara, on commence par quoi en tant qu'entreprise, du coup, sur ces questions-là? Barbara, ou aussi peut-être Véronique de Valais Excellence, hein, peut-être avec votre vision plus, je dirais, externe, mais plongée dans le monde de l'entrepreneuriat. On leur conseille de commencer par quoi, ces entreprises? Je pense déjà de comprendre d'où viennent les employés, comment d'où on part, en fait, d'avoir une vision globale de la situation de départ. Je pense que c'est toujours un point important. Comprendre aussi qu'est-ce qui les freine. Est-ce que c'est juste parce qu'effectivement,
ils habitent dans des endroits qui ne sont pas forcément bien desservis. Est-ce que c'est des habitudes? Voilà, vraiment de comprendre et de comprendre les besoins de l'entreprise également, parce qu'il y a toute la mobilité à l'interne aussi à gérer. Donc, je pense que c'est vraiment comprendre les besoins pour ensuite pouvoir leur proposer un plan d'action qui soit cohérent et adaptable en fonction des employés, de ne pas avoir une solution vraiment unique, mais d'agir sur plusieurs axes à la fois. Je pense que ça, c'est pas s'enfermer dans une seule voie et de s'adapter au maximum aux besoins. Voilà. Véronique, je ne sais pas si tu veux compléter. Véronique? Oui, moi je pars dans le même sens, hein. Pour moi, l'entreprise doit connaître la situation. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là parce que. Et puis après, c'est à nous à montrer l'exemple. Alors là, je rejoins entièrement Jean-Pierre. C'est en montrant l'exemple, on peut bouger. Mais si le patron arrive en Porsche devant la porte du bureau, c'est clair qu'il ne va pas réussir à motiver qui que ce soit à prendre le train. Et puis après, c'est du moment qu'on comprend les réticences ou les besoins des collaborateurs, c'est de voir en quelle mesure est-ce que l'entreprise peut, par des gestes simples, influencer les comportements des collaborateurs. Est-ce que si telle personne commence un quart d'heure plus tard, est-ce qu'elle pourrait prendre les transports publics? Ou un exemple, chez moi, on a sur le site principal à Martigny, c'est pas loin de la gare, c'est un quart d'heure à pied, mais il faut contourner tout le bâtiment. Mais les collaborateurs, on propose aux collaborateurs qui veulent venir à pied la clé du petit raccourci. Donc, le long de la voie de chemin de fer, il y a un petit portail. Il suffit d'avoir cette clé et on gagne 5 bonnes minutes. Donc, moi, en marchant bien 10 minutes jusqu'à la gare. Et c'est des petites choses on peut donner l'idée, on peut leur donner le petit coup de pouce. Merci beaucoup. Elle est intéressante la question de la flexibilité, hein, qui va permettre peut-être aux gens de trouver d'autres solutions et d'être un peu moins cadrés par certains horaires. Super intéressant, merci. Natacha parle de sous, hein, dans le chat. Là, hein, c'est vrai qu'on dit souvent une espèce de légende urbaine comme quoi le coût des transports, notamment publics, et des trains réputés chers. Mais c'est vrai que si vous mettez tout ensemble, finalement, c'est plus intéressant à terme que d'avoir une voiture, hein, qui implique plein de choses, qui implique des assurances, qui implique de l'essence. C'est vrai qu'en ce moment, peut-être un des principaux meilleurs impacts sur notre dépense, sur notre CO2, c'est malheureusement la guerre qui est en train de doubler le prix de l'essence à terme. C'est un petit peu ce qu'on nous prédit, hein, avec des 3 francs par litre, etc. Je ne sais pas si ça a un impact. Moi, j'ai une petite question peut-être sur la dimension financière. Nous, on a un exemple chez nous, chez Loico, hein, on compte 115 personnes et on a mis dans le plan mobilité le fait qu'on ne remboursait plus 1 kilomètre qui n'était pas propre. Alors nous, on a été assez loin, hein, donc après, on parlait de cet exemple, de ce leadership. Est-ce que finalement, est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce que vous avez des idées de bonnes pratiques sur comment est-ce qu'on peut financièrement pousser les collaboratrices et les collaborateurs à utiliser des transports plus propres? Alors, je ne sais pas si vous en avez ou pas. J'en ai donné un, moi, en l'occurrence. J'ai entendu que, en tout cas, ce qui se dégageait de la table, c'était vraiment de laisser chaque collaborateur être suffisamment libre. Nous, on était assez lourd parce qu'on a dit, OK, on ne paye plus 1 kilomètre qui n'est pas propre. Mais voilà, est-ce que vous avez un chemin entre les deux? Est-ce qu'il y a des exemples? Jean-Pierre, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? C'est toujours le besoin qui va dicter quel type de mobilité on a besoin. La discussion, elle est assez vite retournée, en tout cas à l'interne. Par contre, des fois, ce qui me frappe, c'est que j'ai discuté avec des entreprises externes pour aller à Zurich ou pour aller à Lugano et se poser la question, est-ce qu'on va aller en train ou en voiture? Et j'avoue que j'étais assez... Je ne sais pas si c'était un gag ou pas. Je dis non, on va y aller en train, ça va être mieux. Et puis, je ne me rendais pas compte à quel point il y avait une différence de pratique, parce que si vous faites du train depuis X décennies, il y a certains, ils le pratiquent très peu. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas de mi-tarif, soit parce que ce n'est pas dans les pratiques. Et puis, l'essayer une fois, c'était très sympa, c'était relaxant. Enfin bref, je ne vous fais pas tout le topo là-dessus. Mais je pense que, à nouveau, il faut aussi pouvoir comparer avec d'autres entreprises, d'autres pratiques. Et c'est là qu'on se rend compte si nos pratiques, elles ont du sens ou pas, si elles sont fondées, si on peut les poursuivre. Il y a peut-être aussi une histoire de génération et donc d'habitude là derrière qui font qu'on a fait comme ça et on continuera à le faire. Pour certains, les transports publics, c'est dangereux, c'est tout ceci, cela. Puis quand on y est, on dit non, je ne vois vraiment pas où et comment. Mais voilà.
et le coût est plus avantageux in fine, c'est sûr. Merci beaucoup. Il y a Ludovic Pignac qui nous a rappelé là, dans le chat l'existence évidemment du plan climat valaisan. Est-ce qu'il est jugé par les panélistes comme suffisamment ambitieux pour le Valais, en sachant qu'on a vu que la mobilité, c'était une part de notre impact carbone, mais ce n'était pas la seule. Est-ce qu'il est, jugé suffisamment ambitieux, peut-être Sébastien, et le cas échéant, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà les clés, finalement, au niveau de ton département pour le respecter, finalement? C'est un petit peu politique, ma question, Sébastien. J'ai posé. Donc, est-ce que le plan climat est jugé suffisamment ambitieux? Et deux, est-ce qu'au niveau du département, tu as l'impression que tu as les clés, finalement, pour atteindre les objectifs fixés? Alors, c'est sûr qu'on peut toujours refaire le monde sur la base de différents documents qui existent ou peuvent exister. Toujours est-il que ce plan climat, dans tous les cas, il va avoir des répercussions importantes sur ce que l'on fait et ce que l'on doit faire. Actuellement, on est en cours de discussion pour ce qui concerne les mesures qui permettront de réaliser ce plan climat. Donc derrière des pourcentages de réduction de gaz à effet de serre en fonction de la thématique, il y aura nombre de mesures et certaines seront des mesures vraiment très, très importantes. Et là, dans le cadre des discussions, je peux vous dire qu'on a des choses qui vont venir, qui vont être vraiment importantes au niveau de la mobilité. Donc, c'est un élément de plus qui fait que vraiment tout le monde doit bouger pour que ça aille dans la bonne direction. Donc, je pense que quelles que soient les données de base de ce plan climat, il y aura des impacts importants. Et donc, ça sera vraiment essentiel qu'on mette tous la main à la pâte. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus, mais sinon j'enchaîne, il nous reste 2 minutes. N'hésitez pas aussi, le cas échéant, à lever la main auprès des participants. Vous avez déjà posé beaucoup de questions, pour certains on a répondu en direct dans le Q&A, très bien, ou bien on essaie de le prendre à table ronde, on peut aussi le poser dans le chat, le cas échéant. On a eu quand même ce rapport du GIEC qui est sorti un peu dans la différence générale du fait malheureusement d'une autre actualité brûlante. C'est vrai qu'on a vu les résultats de la loi CO2 en Suisse et notamment Valais, qui était un des cantons qui a voté le plus massivement contre. Est-ce qu'on n'est pas foutu finalement? Est-ce que tout ce qu'on essaye de faire, c'est pas un petit peu une espèce de goutte d'eau dans la mer? Et puis que finalement, si on n'en vient pas et on voit politiquement c'est compliqué à mettre en place des mesures beaucoup plus drastiques, on n'y arrivera pas finalement à résoudre ces enjeux climatiques. Je ne sais pas si quelqu'un veut se positionner là-dessus, c'est une question un petit peu large, mais Barbara. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'on ne pourra pas. On est foutu. Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut juste pas se baser dessus. Enfin, non, on peut encore agir. C'est vrai qu'il faut agir maintenant et de façon un peu radicale, mais foutu, non. On va pouvoir quand même. Alors, pas préserver tout ce qu'on a. On sait qu'il y a déjà une partie qui sera foutue, par contre, une partie de l'écosystème, de la biodiversité, par exemple, mais on peut encore sauver beaucoup de choses. Et puis, si on agit rapidement, on pourra le faire. Et j'insiste peut-être sur l'importance de la sensibilisation, parce que ce soit la mobilité ou pour tout ce qui est bilan gaz à effet de serre en général, c'est important, je pense, de savoir pourquoi on le fait, parce que de nous imposer des choses sans savoir pourquoi on doit le faire, c'est compliqué. Il y a des outils qui sont très bons actuellement pour aider à sensibiliser les personnes sur la nécessité d'agir dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup. On est convaincus, évidemment. C'était une pique, puisqu'on est aussi là pour échanger ces questions vraiment qui sont très importantes. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on se dit tous les jours, en tout cas pour ma part, est-ce qu'on fait suffisamment? Dans le « on fait suffisamment », il y a M. Perruchou qui pose une question. Est-ce que le canton soutient financièrement la mise en place par les entreprises de Bonneuil-Cric pour recharger les vélos? Sébastien, question plus facile peut-être que la question précédente. Mais disons plus pragmatique, en tout cas moins philosophique. Il y a des financements du canton pour l'achat de véhicules électriques. Jusqu'à il y a peu, ce n'était pas le cas des vélos. Donc, c'est une chose qui a été corrigée, sauf erreur, depuis cette année. Il y a la possibilité, ou même l'année passée, il y a la possibilité d'avoir aussi une aide pour l'achat de vélos. Concernant les bornes, c'est les bornes véhicules,
voiture, surtout. Je ne sais pas si pour les vélos c'est possible, mais par contre, c'est en principe plutôt pour des privés. Donc, c'est le privé qui va faire sa demande. Donc, au niveau des entreprises, j'ai un doute là-dessus. Très bien. Peut-être quelque chose à faire passer au niveau évidemment politique en Valais, le cas échéant, parce que évidemment tout ce qui est mobilité à disposition, douce à disposition des collaborateurs, c'est une des armes que l'on a. Voilà, on arrive au terme, il est 17h02, je suis désolé, on pourrait encore aller un bon moment en plein pendant qu'on est en train de conclure un push du Nouvelliste qui nous dit que la hausse des prix des carburants, des engrais de transport va renchérir beaucoup de choses, les fruits, les légumes, la viande et tout ça, et c'est vrai qu'on sait que lorsque le porte-monnaie est mis à mal, on a de la peine à changer. Donc j'espère qu'on y arrivera quand même. Et grâce à vos interventions aujourd'hui, je pense qu'on a donné quelques pistes. En tout cas, un grand merci à Barbara, Véronique, Jean-Pierre et Sébastien pour leur temps. Un grand merci à Valexcellence, à STI et puis aux collègues de l'OICO qui sont là pour l'organisation. Comme je vous l'ai dit, eh bien, nous aurons un replay qui vous sera envoyé, un lien par email également. Les réponses aux questions, un grand merci à nos panélistes qui ont passé du temps à répondre à vos questions. Donc, les réponses à ces questions seront transmises également par email. Je vous remercie en tout cas de faire un maximum pour notre impact sur le CO2 et je remercie encore une fois tout le monde pour votre participation. À tout bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonne soirée.